Comment les investisseurs de la jeune génération sont-ils différents des investisseurs plus matures? Comment s'adresser à eux, les intéresser quand les décennies et peut-être même les valeurs les séparent? Et à l'inverse, face à un investisseur plus mature, comment un jeune conseiller peut-il assurer sa crédibilité? Voyez comment deux conseillers, père et fille, parviennent à s'entendre quand vient le temps de s'adresser à une jeune clientèle qui est sollicitée de toutes parts et dont les préférences et habitudes diffèrent de celles de leurs prédécesseurs. En studio avec moi, Daniel et Élise Chartier, gestionnaire principal de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Valeurs Mobilières Desjardins. Je m'appelle Élise Marquis. Bienvenue au balado Un bon conseil, le balado pour les membres de la Chambre de la sécurité financière. Daniel Chartier, Élise Chartier, bonjour. Bonjour. Daniel, vous êtes le père d'Élise. Est-ce que vous étiez fier qu'elle choisisse la même voie que vous? Oui, je suis bien fier de ce choix-là. C'est quelque chose qui n'a pas du tout été forcé dans son cas. Puis, c'est un apaisement pour moi dans la continuité des choses. C'est beau, c'est bien dit. Élise, vous avez suivi la même voie que votre père. Donc, votre père vous a inspiré? Oui, absolument. Je pense que comme toute petite fille de ce monde, j'ai été très inspirée par mon père. Quoique la route n'était pas nécessairement tracée vers ce chemin-là, mais j'ai débuté jeune, puis ensuite l'intérêt a vite pris le dessus pour me guider vers les certifications nécessaires pour suivre finalement les pas de mon père. Est-ce que vous avez la même clientèle ou vous avez chacun votre clientèle respective? On a la même clientèle. Donc, on s'occupe ensemble de l'ensemble des clients. Puis, on a aussi une équipe avec nous qui nous soutient dans tout ça. Donc, moi, je suis en voie de départ un peu. Alors, je suis plus dans le mode supervision, conseil, accompagnement, autant de certains clients et surtout des collaboratrices. Alors, c'est une transition graduelle qu'on espère la plus fluide possible. Bien, on va en parler tout de suite alors. Parfait. Du transfert de clientèle. Comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont heurtés parfois, les clients? Quand même, c'est un changement, là. Oui, c'est quand même que moi, j'ai déjà 66 ans, alors plusieurs de mes clients sont de mon âge ou même un peu plus jeunes, alors ça peut se justifier un peu de leur dire que moi aussi, j'aurais droit à un moment donné à une certaine pause. Ils sont très réceptifs et compréhensifs. Évidemment, il y en a certains qui sont plus inquiets. C'est des gens que j'accompagne, moi, depuis 35-40 ans. Donc, c'est une bonne question parce que c'est un travail qui va nécessiter un peu de psychologie puis d'accompagnement. Puis pour moi, comme je dirais conseiller de ces gens-là depuis toute cette période-là, c'est un souci presque aussi grand que de céder la propriété de mon entreprise à ma fille. Donc, on va être sûr que nos gens qui nous ont fait confiance toutes ces années puissent être apaisés par ce changement-là à venir. Puis oui, il y a un enjeu, il y a une certaine délicatesse, certaine assurance à fournir, ainsi de suite. Mais les gens, on peut dire qu'on a une très, très bonne réception de nos clients. Comment ça se passe pour vous, Élise, là, quand les clients vous sont transférés? Daniel parlait de délicatesse, ça en prend, hein? Absolument. C'est une transition qui se prépare sur de longues années, je dirais, pour assurer le confort des clients aussi dans cette transition-là. Veut pas, elle leur est imposée, cette transition-là, les clients. Donc, il faut s'assurer qu'elle soit faite en douceur, je pense. Puis, c'est pas seulement de dire, vous parlez avec Daniel, maintenant vous allez parler avec Élise. C'est une transition sur l'ensemble de l'offre de service. Puis, faut juger jusqu'où aller dans le détail de nos tâches respectives avec les clients aussi. La prestation de service reste la même. Faut s'assurer que le client soit juste bien accompagné, finalement. J'aimerais qu'on parle maintenant de la jeune clientèle. Élise, je m'adresse à vous particulièrement. Comment on fait pour aller chercher de nouveaux jeunes clients? En fait, ce qui arrive souvent, c'est que on a la responsabilité des parents ou des grands-parents, voire même là, on est rendu à 4 générations dans certaines familles. Donc, pour les parents ou les grands-parents ou les gens qui ont le patrimoine principal, c'est important que les plus jeunes soient bien éduqués, soient bien renseignés, puissent bien comprendre aussi qu'est-ce qui les attend en termes de gestion de leur propre patrimoine. Donc, souvent, l'introduction peut
peut se faire par les clients existants. Quoique c'est souvent nous aussi qui le proposent ou qui en parlent d'entrée de jeu pour sensibiliser les clients vieillissants de la suite des choses puis de ce qui doit être transmis comme bagage au niveau de l'éducation, l'apprentissage du milieu des placements, de l'investissement, du monde de la finance finalement. Nous, on se fait un devoir et un plaisir de pouvoir accompagner les plus jeunes clients dans ce parcours-là. On en prend bien soin. On est très, très présent pour eux dans chaque étape. Souvent, les plus jeunes sont curieux, veulent tout comprendre, cherchent à savoir de quelle manière l'accumulation du patrimoine peut se faire. Moi, je remarque chez les jeunes que je rencontre des tendances. Je trouve qu'ils veulent prendre leur retraite plus tôt que moi qui suis de la génération X, puis pour moi, c'est le travail. Eux, aussitôt qu'ils ont un peu d'argent, ils s'en vont en voyage. Je sais que je généralise, là, mais c'est comme une tendance que je remarque. Ils sont plus axés sur profiter de la vie plutôt que d'accumuler de l'argent, veulent choisir des fois leur placement en fonction de leur valeur. Est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez chez la jeune clientèle? On le remarque assurément, quoique c'est différent chez chaque personne. Je pourrais pas dire que c'est une tendance qui soit générale, mais oui, on peut le voir, le percevoir aussi chez certains clients plus jeunes, ce désir-là d'un meilleur équilibre, je dirais. Pas nécessairement de seulement profiter de la vie, mais de peut-être avoir un juste milieu entre le travail, la vie de famille, puis leur vie personnelle. Ça, je le remarque beaucoup. On a eu une clientèle aussi par la génération d'avant, qui était très axée sur le travail, effectivement. Je pense que les enfants issus de ces familles-là ont souvent un confort par rapport à l'argent parce que les parents en ont. Donc, pour les enfants, ils n'ont pas nécessairement le sentiment de peur d'en manquer tant que ça. Ça amène une certaine confiance, ça amène aussi peut-être un peu de volonté d'être plus équilibré avec la famille, puis leur vie personnelle, puis voir peut-être aussi à voyager ou à profiter de cet argent-là avant d'en avoir de tellement accumulé qu'ils savent qu'ils pourront pas nécessairement tout dépenser. Souvent, c'est pas qu'ils sont très dépensiers, ils vont juste vouloir étaler peut-être tout au long de leur vie l'accumulation pour être capable d'en profiter plus longuement. Daniel, ça vous faisait sourire? Ouais, je voulais juste ajouter un point tantôt concernant la transition du patrimoine des parents ou des grands-parents vers les enfants. On discute beaucoup avec nos clients de l'importance qu'ils ont eu à bien gérer leur patrimoine, puis à bien faire les choses, puis leur résultat et la confirmation de leur recette. On leur dit que leur mandat n'est pas terminé à ces gens-là. On leur dit, vous avez un mandat important à faire, c'est de faire la même intensité dans la transition, non pas des sous seulement, mais la transition aussi des connaissances autour du placement, autour de la gestion. Oui, l'argent, c'est important, oui, mais les connaissances aussi. Exactement. D'une génération à l'autre, les préoccupations sont différentes. Oui. Élie, je me demande si vous remarquez, avec tous les outils qui sont disponibles sur le web maintenant, est-ce qu'il y en a des jeunes investisseurs, des jeunes clients qui seraient portés à dire « Ah, un conseiller, j'en ai peut-être pas besoin, je peux trouver tout ce dont j'ai besoin tout seul sur Internet ». Bien, oui, c'est sûr qu'il y a une plus grande disponibilité de l'information pour la génération actuelle de jeunes plutôt que les gens plus âgés, ce qu'ils avaient à l'époque. Quand Daniel a commencé, si les gens voulaient avoir de l'information sur des titres boursiers, ils devaient parler avec Daniel parce que c'était les seuls à avoir accès à cette information-là ou presque. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible, mais ce qu'il faut faire attention, c'est la gestion de l'émotion. Souvent, je pense, c'est bien d'avoir l'information, c'est bien d'avoir la curiosité, mais après, c'est de pouvoir mettre l'ensemble des morceaux du casse-tête pour être en mesure d'avoir une stratégie qui soit efficace dans le temps. Votre question est intéressante dans le sens qu'on vit ça dans plusieurs sphères de la vie aujourd'hui. Là, on pense que maintenant, puisque l'Internet, puisque les réseaux sociaux, puisque il y a les groupes d'influence, qu'on devient, que c'est nouveau. Mais c'est pas nouveau. Quand j'étais dans les années 50, il y a eu des gens qui vendaient des fonds communs de placement de porte à porte. C'était la technique de l'époque. Ensuite, il y a eu les premiers courtiers qu'on appelle à escompte, où les gens transigeaient à peu de frais, qui amenaient des erreurs aussi grandes en placement que ce qu'on peut trouver avec les recherches sur l'Internet actuel. Il y avait les ventes pyramidales dans les sous-sols d'églises où les gens se faisaient piéger avec des mauvais investissements. Donc, c'est des fois, on a tendance, parce qu'on est dans une époque, à penser que
tout est nouveau, puis ça a été jamais vu. Mais c'est simplement une réplique de ce qu'on a vécu autrement dans le passé. La clé, c'est vraiment la psychologie, la résistance psychologique à l'appât du gain ou la bonne compréhension des erreurs qui peuvent être faites, puis des recettes de succès. Et maintenant, place à notre capsule express sur vos obligations avec Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF. Quand vous accompagnez vos clients, faites attention aux biais comportementaux qui vous inciteraient à croire que le jeune client devant vous est pragmatique, impatient, préfère les produits risqués parce qu'il est jeune. Prenez le temps de bien le connaître. Gardez en tête que les connaissances financières qu'il a acquises peuvent provenir d'influenceurs mal avisés. Validez ces connaissances et rectifiez-les si c'est nécessaire. Voyez les réseaux sociaux comme un excellent moyen de faire ressortir votre expertise en éduquant vos contacts sur des sujets très spécialisés que vous maîtrisez. En vulgarisant ces contenus-là, vous démontrez votre connaissance approfondie du domaine et renforcez votre crédibilité. Et n'oubliez pas de faire approuver vos contenus par le service de conformité de votre cabinet ou courtier. Élise, est-ce que vous avez un plan quand vient le temps d'intégrer de jeunes clients, mais qui ne sont pas nécessairement issus des familles que vous suivez déjà? Oui, absolument. On s'assure tout le temps de commencer avec la base. On se rend compte que le monde financier est souvent incompris ou moins bien expliqué que ce que l'on croit. Donc, on a beaucoup de jeunes et de moins jeunes, des fois, qui arrivent avec des questionnements concernant les types de comptes, les REER, les CELI. On explique du tout début comment ça fonctionne, quels sont les moyens qu'on peut prendre pour épargner. Ensuite, comment on va s'assurer d'être optimal au niveau fiscal dans la situation de chaque client, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. On peut aussi, après, tomber un petit peu plus théorique dans les produits. Qu'est-ce qu'une action? Qu'est-ce qu'une obligation? Souvent, les clients nous remercient de prendre le temps d'expliquer parce que c'est pas tellement répandu dans notre domaine que de prendre le temps d'y aller étape par étape pour donner des explications claires. Donc, souvent, je remarque que les gens vont, sans faire semblant de comprendre, vont vouloir y échapper ou peut-être pas recevoir les explications. Mais pour nous, c'est très important parce que c'est souvent là ensuite où tout se joue finalement dans la compréhension de la stratégie qu'on met en place. Le client se sent impliqué, le client sent qu'il comprend bien. Je pense que c'est très précieux. Les gens nous le disent aussi souvent qu'ils apprécient cette méthode d'explication-là. Daniel, vous êtes gestionnaire depuis de nombreuses années et le marché a évolué, ça a changé, les méthodes, la façon de vivre des clients aussi. Comment vous faites pour vous ajuster? Est-ce que ça demande une énergie énorme? Disons qu'au niveau de tout ce qui touche le placement ou du côté compétence de notre activité, c'est quelque chose qui est assez facile à faire parce qu'on a souvent une grande curiosité vis-à-vis notre propre métier, notre propre profession. Puis aussi maintenant, avec les organismes de réglementation qu'on a, puis ce que je trouve être un bienfait en bout de ligne, c'est qu'on a des programmes de formation continue continuelle. Ça permet de nous mettre à jour dans toutes les sphères de notre profession. Puis, c'est quelque chose qui dépasse aussi le cycle de vie du client. C'est quand même des choses qui sont relativement communes au gré des époques. C'est les teintes qui changent, mais la couleur de base est la même. Alors, il faut simplement se mettre au goût du jour, mais toujours bien affûter nos compétences. Merci beaucoup. Je me nomme Élise Marquis et je me suis entretenue avec Daniel et Élise Chartier, gestionnaire principal de patrimoine et gestionnaire de portefeuille chez Valeurs Mobilières Desjardins. Ce balado est une production de la Chambre de la sécurité financière. Création, Coyote Audio. Captation et mixage, Underground. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur chambresf.com/balado.